Bonjour, je m'appelle Oran Mackenzie, je suis le directeur de l'éveil depuis bientôt 10 ans, enfin depuis 10 ans en fait. Je suis tombé dans le social au fond, dans le travail que fait l'éveil par hasard. J'étais sur un autre chemin, moi j'ai étudié les sciences sociales, je travaillais dans la recherche, j'ai fait un projet en Afrique et puis après j'ai étudié l'histoire et la littérature et puis voilà, j'ai essayé de faire une thèse sur la poésie contemporaine, donc un monde qui avait absolument rien à voir avec le social. Et puis, je me suis retrouvé dans cette structure et puis je l'ai découverte, voilà, comme je disais, presque par hasard. Et je me suis petit à petit passionné pour cette mission, pour ce travail. L'éveil, en fait, a été fondé par ma mère en 1995. Donc voilà, c'était dans la famille et puis c'est au fond ce lien de filiation qui fait que j'ai découvert ce monde-là, ce monde des mesures de réinsertion et du social que je connaissais pas du tout et que j'aurais peut-être jamais connu sans ça. Donc le système du social en Suisse, c'est un système cantonal. Dans chaque canton a un peu ses particularités, et ses propres politiques. C'est très complexe, il y a beaucoup de dimensions dans le social, mais une des dimensions, c'est ce qu'on appelle les mesures de réinsertion, la réinsertion, et il y a plusieurs types aussi de mesures. Et donc ça s'adresse à des gens, en gros, qui trouvent pas un chemin ou qui ont perdu, suite à une maladie, une rupture, etc., qui trouvent pas un chemin vers l'autonomie, vers un emploi qui leur permet d'être autonomes financièrement. Et puis qui peut-être sont passés par le chômage ou d'autres cheminements, mais qui sont arrivés en fin de droit, qui avaient le droit à plus rien et qui retombent, en tout cas dans le canton de Vaud, à ce qu'on appelle le revenu d'insertion, qui est un peu le filet social, la dernière étape, qui recueille au fond toutes sortes de personnes qui ont fait face à toutes sortes de problématiques, des fois pour des raisons par exemple de maladie, mais mal diagnostiquées, etc. Enfin, toute personne, quand elle a le droit à plus rien d'autre, elle a le droit au RI, qui est un revenu financier, un soutien voilà, sous la forme d'un revenu, une aide pour le loyer, les assurances maladie, etc. Mais qui est aussi un dispositif de programme pour essayer d'aider les gens à en ressortir. Il y a plusieurs types de mesures. L'éveil en propose plusieurs types aujourd'hui. Il y a des mesures qu'on appelle plutôt de rétablissement du lien social, c'est-à-dire des mesures qui visent des personnes qui sont très désinsérées, qui sont très loin du marché de l'emploi et qui visent plutôt à les aider à reprendre pied dans la société déjà. Le genre de problématique ou de personnalité qu'on rencontre, c'est des gens qui ont peut-être qui n'ont pas bossé depuis des années, qui ont été très isolés, médiqués à la maison, qui n'osent plus sortir. Enfin, il y a toutes sortes de profils. Mais voilà, ces mesures ont pour but de servir de première étape, de marchepied comme ça, pour aider les gens à entreprendre un processus qui peut être très long, suivant la cassure qui a amené la personne là où elle est. Les objectifs, c'est souvent juste de sortir de chez soi, de reprendre une activité, redonner un rythme à sa semaine, et puis se resocialiser, c'est-à-dire avoir des contacts sociaux, échanger avec d'autres, sortir de l'isolement. Et souvent, une des dimensions centrales, c'est le problème de confiance et d'estime de soi. Donc c'est souvent des parcours qui font que les gens, on arrive à avoir perdu toute confiance en soi, à se sentir nul, se sentir en échec, etc. Et donc l'enjeu, là, c'est surtout de proposer des activités à ces personnes pour retrouver goût à la vie, puis retrouver une autre perspective sur eux-mêmes, en fait, de reprendre espoir sur leur capacité à aimer des choses et puis à contribuer à la société. Puis il y a d'autres programmes, des mesures par exemple de réinsertion socio-professionnelle qui là sont destinées à des gens qui vont déjà un peu mieux et dont l'enjeu là il est vraiment juste de retrouver une profession, un job, voilà, un passage vers le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, l'éveil il propose ces programmes à plusieurs types de populations. Il y a d'un côté les bénéficiaires du RI, il y a aussi de manière assez importante chez nous les assurés de l'assurance invalidité. Donc ça c'est une assurance nationale mais aussi gérée par des offices cantonaux. Là aussi toute personne qui bosse,
cotise à l'AI, et puis au cas où une maladie, qu'elle soit physique ou psychique, euh, nous empêche de travailler et de gagner de l'argent, et ben on a le droit à cette assurance. Et nous, on intervient en amont, au fond, d'une décision de cette assurance, de savoir si on peut ou pas travailler. Donc, quand on dépose un dossier, en gros, à l'assurance AI, à cause d'un problème de santé, l'AI va investiguer le dossier, va parler avec les médecins, va essayer d'évaluer quel est le degré, au fond, d'impossibilité de travailler. Puis pendant ce temps-là, elle va proposer aux gens aussi des programmes, des activités pour essayer d'encourager, de voir si on ne peut pas éviter, au fond, de tomber dans une incapacité de travail et puis de devenir rentier. Et d'aider les gens à raccrocher. Donc le genre de profil-là, il est aussi assez varié, mais c'est souvent des gens qui ont été, des fois longtemps, des fois moins longtemps, mais sur le marché de l'emploi, on a des fois des gens qui viennent après des grandes carrières, des carrières même beaucoup de réussite. On a toutes sortes de niveaux sociaux, toutes sortes de niveaux au niveau éducation, bagages culturels, économiques, etc. Personne n'est à l'abri, au fond. C'est ça que je veux dire, d'une cassure. On parle là de cas justement liés souvent au stress, à l'anxiété, burn-out, épuisement. Mais ça peut aussi être des fois des problèmes de la dureté du marché de l'emploi, mobbing, violence, manque de respect. Enfin voilà, il y a toutes sortes de causes qui font qu'un jour ou l'autre, on peut ne plus se sentir capable d'aller travailler. Et là, voilà. Donc nous, le RI, donc le revenu d'insertion, et l'AI, c'est les deux sources principales, mais on a aussi d'autres financements, par exemple la ville de Lausanne, qui finance un petit programme à l'éveil, mais qui est historique. C'est le premier, en fait, qui a permis à l'éveil de naître, au fond. Et donc ça, c'était en 95 que l'éveil a été fondé, donc par ma mère. C'était une période, les années 90, où, pour ceux qui les ont vécus, ils se rappellent peut-être, mais c'était la problématique de la place ouverte de la drogue dans les villes. Il y avait ça à Lausanne, il y avait ça surtout à Zurich. Enfin, il y avait plein de presse là autour, mais c'était une période assez difficile, avec cette grande problématique de la toxicomanie. Et puis les villes ont commencé les villes notamment, et les cantons, ont commencé à créer des politiques publiques pour essayer de régler ce problème. Et ma mère, par différents hasards, s'était formée à l'époque en art-thérapie. Elle s'y intéressait parce qu'elle avait une formation initiale de graphiste. Elle s'était intéressée à l'art toute sa vie. Puis, dans son parcours, elle s'était aussi posé la question de la capacité de l'art ou de la créativité à aider les gens, à soulager, à guérir. Donc elle s'était passionnée pour cette discipline qui n'était pas reconnue en Suisse, qui n'existait pas. Mais elle avait eu cette formation, elle avait fait cette formation, et puis elle a rencontré, je ne sais pas exactement comment, parce que moi j'étais pas impliqué à l'époque, un chef de service de la ville de Lausanne, qui justement était en charge de mettre sur pied des programmes pour aider les toxicomanes. Et puis il avait eu cette pensée que il y avait quelque chose d'un peu comment dire, pas paradoxal, mais qu'en fait on essayait d'aider les gens qui souffraient d'addiction, de toxicomanie, mais qu'en essayant de les aider, d'une certaine manière, on leur parlait toujours de leur addiction. C'est-à-dire que la plupart des programmes, qui sont évidemment nécessaires et qui font aussi beaucoup de bien, mais leur thématique, c'est autour de l'addiction. Distribution de seringues, discussion autour des risques de transmission, VIH, etc. Et son idée, elle était au fond toute simple, mais assez révolutionnaire. C'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, dans ces programmes-là, proposer quelque chose qui fait le contraire? C'est-à-dire plutôt que de parler encore du produit, de la souffrance, de l'addiction, de la maladie, en fait, à quelqu'un qui a une problématique de consommation, est-ce qu'on ne pourrait pas leur parler d'autre chose, ne serait-ce que pendant 1 heure, quelques heures dans la journée, leur proposer une pause, une fenêtre sur une autre dimension d'eux-mêmes. Et c'est par ça que l'éveil a été créé. Donc l'idée à la base, c'était vraiment ça, c'était d'offrir un espace physique. C'était un lieu, c'était dans l'ancienne école
de chimie à l'époque, qui était une forme de squat où il y avait différents types d'organisations à la cité. Et puis, il y avait un grand atelier où les gens pouvaient venir à n'importe quel moment de la journée. C'était très ouvert, comme ça, relax. À midi, ils se faisait à manger et tout ça. Et puis pendant la journée, sinon, on proposait des activités. Il y avait du matériel de peinture pour créer. Et puis, il y avait euh, différentes activités qui étaient proposées, toujours avec cette idée d'essayer euh, de parler aux gens de choses qui étaient importantes pour eux. D'essayer de... L'idée, un peu, je crois, à la base, c'était l'idée que dans la toxicomanie, des fois les gens tombent dans la toxicomanie, c'est pas qu'une maladie, un problème, c'est aussi souvent parce qu'il y a une recherche derrière. Une recherche d'intensité, une recherche de sens, une recherche d'expérience peut-être plus dense ou plus vive, que souvent les gens commencent des fois à consommer des produits aussi pour essayer de changer leur état d'esprit, pour échapper à ce qu'ils voient comme une réalité insatisfaisante ou où ils se sentent emprisonnés. Donc il y a aussi derrière la maladie et derrière la consommation, souvent quand même, une aspiration à autre chose, à d'autres expériences, à une autre vision du monde. Ouais. Donc l'idée c'était de proposer des activités en lien avec ça. Donc voilà, depuis le début, il y a 3 piliers au fond à ce qu'on fait. Euh, le premier, c'est autour de l'art et de la créativité. Tout plein d'ateliers, euh, oui, autour de l'idée de créer. Le deuxième pilier, c'est autour du soin. Donc des ateliers à visée thérapeutique où on vient pour parler de nos traumas, de nos émotions, etc. Mais là aussi, à l'éveil, la méthode principale, c'est l'art-thérapie. Donc c'est une approche thérapeutique qui utilise l'art. Mais on en a d'autres, comme l'hypnose, etc. Et puis le troisième volet, c'est tout ce qui utilise le corps comme instrument principal de travail. Pour le deuxième pilier, donc l'art-thérapie, comme je disais, c'est des activités à visée thérapeutique. Donc quand les gens s'inscrivent dans ces ateliers, par exemple d'art-thérapie, ils viennent, ils savent que c'est un atelier de thérapie où on va parler de nos émotions, de la tristesse, etc. Mais plutôt que justement, comme dans d'autres formes de soins ou de thérapie, commencer par en parler, c'est des approches qui proposent à la personne de d'abord créer, d'abord faire un objet, par exemple une peinture, une sculpture, un mouvement, et puis qui ensuite va permettre à la personne de parler de ses émotions, etc., mais à partir de sa création. Et c'est très utile parce que pour beaucoup de gens, nous, il y a beaucoup de gens qui arrivent notamment dans la réinsertion sociale, donc les gens plus éloignés du marché de l'emploi. Il y a des fois des gens qui sont dans des parcours de souffrance, de maladie depuis très longtemps. Et souvent, ils ont eu beaucoup de thérapies, ils ont vu des psychologues, ils ont vu des psychiatres, ils ont vu toutes sortes de médecins. Et donc, ils ont toutes sortes de diagnostics. Donc, quand on prend ces problèmes-là par la parole, souvent, il y a déjà un discours qui est bien rodé sur moi, ma vie, elle est difficile parce que j'ai été diagnostiqué X, Y, etc. Donc, c'est des choses aussi qui sont très utiles pour les gens quand on souffre. C'est souvent très utile d'avoir un diagnostic. Ça permet de savoir pourquoi on n'est pas bien, etc. Mais il y a aussi un côté où ça peut enfermer. C'est-à-dire qu'après, on est dans le concept, on est dans le mot, et puis ce mot, au fond, il résume toute mon expérience, alors qu'en réalité, l'expérience, elle est beaucoup plus complexe que juste un mot, une maladie. Donc l'art-thérapie, ça permet de faire remonter ça à la surface. Par exemple, plutôt que de venir et dire moi je suis triste aujourd'hui parce que, je sais pas moi, ma grand-mère est décédée, et puis, etc. La personne va faire une peinture, ou écrire un texte, ou faire un mouvement, et puis ensuite c'est à partir de cette peinture qu'on va discuter. Je sais pas, peut-être que si elle se sent mal ce jour-là, elle aura fait une peinture très sombre, très noire, avec un petit peu de rouge au milieu, et puis on va commencer à discuter, tiens, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que maintenant ça te fait ressentir? Et puis ça va permettre à la personne en cherchant ces mots, en fait, en parlant d'une œuvre d'art quelque part ou d'une création, de décrire quelque chose qui a l'air d'être extérieur, mais qui en réalité parle de soi, de ses émotions,
de son monde intérieur. Donc le troisième pilier, toutes les activités autour du corps, ça c'est parce qu'on a observé aussi assez vite que souvent les gens, quand ils viennent, soit le corps est un vrai problème, c'est-à-dire soit il y a une vraie souffrance physique, par exemple mal de dos ou douleur ailleurs, douleur chronique, qui rendent toute autre sorte de travail très difficile parce que c'est comme ça au premier plan et puis c'est difficile de penser à autre chose quand on a une douleur chronique. Ou alors, des fois, c'est le contraire, c'est-à-dire que les gens sont plutôt dans la dépression, ce genre de choses, pris dans leur dialogue intérieur, euh, sous occupation quelque part de ce qui s'est passé, de ce que j'ai pas fait, de ce que j'aurais dû faire, etc., etc. Et puis deviennent des fois ouais, totalement insensibles à leur propre corps. Donc ces activités-là autour du corps, c'est des ateliers, des méthodes assez simples au fond, qui proposent juste aux gens d'utiliser le lien entre le corps et l'esprit. Bah, soit pour, si on est un peu sous emprise comme ça de pensées négatives, etc., d'utiliser le corps, sa respiration et tout pour s'apaiser en fait, pour revenir à quelque chose de plus simple ou de plus ancré. C'est aussi des fois quand on part comme ça dans ses pensées et puis on se répète tout le temps cette même histoire, on a l'impression d'être emporté comme ça par ça. Ben, des fois juste de sentir son corps, de sentir ses pieds sur le sol, de faire attention à sa respiration, c'est des choses qui peuvent vraiment aider, apaiser, ramener les gens, recréer un peu d'espace là-dedans. Et puis, ben, pour les autres, les douleurs chroniques et que ça, des fois c'est plus compliqué aussi. Des fois, on peut pas. Il faut faire attention, on peut pas faire n'importe quel mouvement, mais on propose des versions très douces, par exemple de yoga, qui permettent de juste essayer de voir comment on peut remettre un peu le mouvement. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 piliers de base. Et puis, ces dernières années, on a rajouté un 4e pilier, mais plus récent. Ça fait 5 ans en fait. Donc c'est vraiment la dernière étape de l'éveil. La nouvelle version de l'éveil. À la base, on l'a appelé écologie parce que il est venu sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y avait en fait, deux raisons qui nous ont poussé à vouloir le faire. La première, c'était que on avait notre mesure autour de l'art, la pleine conscience, etc., que les gens, quand ils allaient mieux, on leur proposait ensuite de rejoindre une autre mesure plus proche du marché de l'emploi, d'aller travailler dans le monde. Et puis là, souvent, l'expérience, c'est que des gens qui avaient pourtant eu des progrès assez incroyables pendant la mesure initiale allaient beaucoup mieux, avaient repris espoir, avaient envie de changer leur vie. Tout d'un coup, quand ils étaient remis en situation de travail, souvent, tout ce qu'ils avaient gagné avant s'écroulait. Et puis, l'éveil avant s'arrêtait à ce niveau-là. Et puis, la première impulsion, à un moment donné, ça a été de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas nous proposer la suite, en fait ? Et la proposer avec ce qui distingue l'éveil de peut-être d'autres programmes, ou en tout cas ce qui nous, on pensait était essentiel dans notre programme de base, à savoir, d'un côté, la question de la créativité, l'idée que la solution, c'est à nous de la créer, qu'elle ne doit pas nous être donnée, c'est pas un job, ouais, un titre, un salaire, quelque chose qu'un patron peut nous donner qui va nous permettre d'aller mieux, mais quelque part, c'est nous qui devons créer notre chemin, quoi. Donc ça, c'est l'idée de créativité, que même dans le monde professionnel, on devrait pouvoir créer son parcours, et que peut-être que oui, aujourd'hui, on doit prendre ce boulot-là, parce que c'est là qu'on a un CFC ou un diplôme, mais que voilà, de quand même réfléchir au parcours professionnel à partir de l'idée que c'est la personne qui doit le créer elle-même. Et puis l'autre pilier, c'était la question du sens. Que ça fasse sens pour moi. Que ce soit pas juste pour payer mes impôts et des factures et tout ça, mais qu'il ne faut pas juste bosser parce qu'il faut bosser, parce que tout le monde bosse et tout ça, parce que ça, on voit que c'est un discours qui est pas motivant pour les gens qui sont chez nous, qui est pas suivant ce qu'on a vécu dans sa vie, suivant les difficultés qu'on a traversées. En fait, ce genre de discours, maintenant tu coûtes cher à la société, etc., c'est pas très aidant. Donc, et puis l'autre chose, c'est qu'on avait observé que, notamment pour les jeunes, mais pas seulement, la question écologique devenait centrale, en fait. Que souvent on nous disait, oui, moi j'ai envie de bosser, j'ai envie d'être autonome, j'ai envie d'être libre, j'ai plus envie d'être au RI, j'ai pas envie d'être à l'assurance, etc. Mais je refuse d'aller faire n'importe quel boulot qui, d'après moi, renforce les problèmes de pollution, d'inégalité, etc. Donc il y avait aussi vraiment cette question de
Quel est le monde qu'on propose? Qu'est-ce que ça veut dire se réinsérer, en fait? Se réinsérer dans quoi? Dans quelle économie, en l'occurrence? Hem et voilà, donc nous, on s'était dit: «On va prendre ces questions au sérieux», puis en même temps, le canton de Vaud, donc la DGCS, la Direction générale de la cohésion sociale, c'est ceux qui gèrent les mesures, en 1900 en 2020, pardon, avait lancé un appel à projet, exactement, sur ces lignes. C'était: est-ce qu'on pourrait combiner, la lutte pour rendre l'économie plus verte, en gros, plus locale, plus, circulaire, et cetera, et la réinsertion? Est-ce qu'on pourrait pas faire les 2 un peu en même temps? Puis donc ils avaient fait un appel à projet. Nous, l'éveil, à l'époque, c'était une toute petite structure un peu marginale, qui faisait son art-thérapie comme ça. Et on s'était dit: «Bah tiens, faisons un projet comme ça, et puis on verra bien». Donc depuis, l'éveil s'est lancé dans des programmes justement socio-professionnels ou disons plus proches de l'économie, et puis ça nous a conduit à transformer l'éveil, assez en profondeur parce que, bah, chemin faisant, on a acheté avec des partenaires un restaurant, on a créé des petites entreprises, on a commencé à nous-mêmes en fait se dire, hem, à essayer d'être dans l'économie en fait nous-mêmes avec notre couleur. L'idée, elle était un peu, c'est bien d'aider les gens à aller mieux sur le plan, émotionnel et psychique. C'est bien de retrouver sa créativité, de s'intéresser à l'art, de retrouver le sens, ce qui fait du sens pour nous, une approche aussi, voilà, sur, nos valeurs et tout ça. Mais une fois qu'on va mieux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens, en fait? Parce que ce qu'on voyait des fois, c'est que les gens, à la fin, quand ils allaient mieux, ils disaient: «Mais je vais mieux, mais à condition que je puisse rester à l'éveil». Hem Et on disait: «Mais qu'est-ce que tu veux faire dans le futur et de ça?» Puis il disait: «Bah, moi, je veux continuer à venir faire des ateliers de peinture et d'art-thérapie et de yoga, en gros». Et ça, c'est pas non plus possible. C'est-à-dire que ces mesures ont une fin. C'est que nous, à un moment donné, les gens, il y a plus de financement pour eux. Donc on avait quand même ces situations assez dures où les gens allaient beaucoup mieux, avaient redécouvert une passion dans leur vie, redécouvert des côtés d'eux, ou des fois découvert des côtés d'eux, donc ils ignoraient totalement l'existence. Ça avait remis en mouvement en se disant: «Ah, plutôt que voilà, de voir le monde comme trop dur et de me voir comme incapable et de ça, je reprends confiance sur le fait que je peux trouver un chemin qui m'est personnel et que je fais pas par obligation, mais par réel, intérêt et passion». Mais après, on arrivait à un point où on devait dire: «Bon, bah, OK, mais maintenant bonne chance. Ici, c'est fini. Heu, va, postuler», et puis il y avait un peu ce sens que le saut était beaucoup trop grand, qu'en fait, après, si on se met à regarder quelles opportunités réelles, concrètes existent pour, gagner sa vie, ben, souvent on se retombe dans un truc où on se dit: «Mais ça a aucun sens, je me fais abuser, ça me respecte pas, enfin, je suis pas pris en compte», et cetera. Donc il y avait vraiment ce gap assez brutal, en fait. Puis ça va bien. Mais à un moment donné, on a pris conscience de notre propre responsabilité de se dire: «OK, c'est cool de reconstruire les gens, de les aider à aller mieux et de reprendre espoir et tout, mais qu'est-ce qu'on fait après?» Il faut y croire, parce que si on croit que l'économie, elle est que négative et que l'emploi est nécessairement, hem, toxique, violent, et cetera, alors à quoi bon, au fond, reconstruire les gens pour les aider à retrouver un emploi? Il y a quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans. Donc l'idée, au départ, elle était assez simple, mais en même temps assez ambitieuse. C'était de se dire, il faut que nous-mêmes, on sorte de notre, tour d'ivoire un peu, et du coup, on est parti de la permaculture comme ça, mais on a commencé à s'intéresser aussi à toute la question de l'entrepreneuriat, au fond. De Qu'est-ce que ça veut dire de créer de l'activité, créer des structures, créer, de l'emploi? Comment on le fait, quoi, techniquement? Et ça, c'est encore tout un univers. On est assez jeunes nous-mêmes là-dedans, mais c'est vrai que depuis 5 ans, bah, on a créé nous-mêmes 4 entreprises, et puis on s'est lié à beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de créer l'économie de demain, de la faire émerger. Entre-temps, on a découvert aussi à quel point c'est difficile et à quel point quand on essaye de faire les choses pour de vrai, on est tout de suite dans des problématiques, ouais, très complexes. Il y a beaucoup de discours, hein, sur, l'écologie, l'économie circulaire, le local.
Il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de ah, il y aurait qu'à, on pourrait, etc. Mais en fait, dans la pratique, c'est extrêmement difficile. La plupart des gens qui se lancent, nous, je sais pas, les exemples, on a eu des gens qui voulaient travailler le bois, l'apiculture, faire pousser des légumes autrement, cuisiner autrement pour les gens. Euh, Toutes sortes d'activités comme ça dont on a besoin, la société aurait besoin aujourd'hui. Mais pour en vivre, c'est vraiment extrêmement dur. Donc la plupart des gens qui font ça vivent très mal, bossent comme des fous, gagnent presque rien, sont souvent... ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, nous on s'est beaucoup intéressé à la permaculture, donc on a aussi des terrains dans lesquels on a produit des légumes, etc. Euh, ouais, le problème de rentabilité, de concurrence avec le modèle linéaire standard est presque insoluble. Et puis il y a des gens qui choisissent quand même ces parcours-là, ces vies professionnelles, mais qui acceptent de vivre des fois dans des conditions plus dures, en fait, en travaillant que à l'assurance ou au RI. Et ça, c'est assez dur. Je le dis aussi parce que c'est bien de parler de tout ce qui va bien à l'éveil et de la vision et l'enthousiasme qu'on a pour cette vision et ce qu'on croit, mais je crois que c'est aussi important de partager les difficultés qu'on rencontre et voilà, les côtés un peu plus... enfin, la réalité, quoi. La particularité de l'éveil, bon déjà, partir de l'observation qu'on nous dit souvent, donc souvent les gens qui viennent à l'éveil, on les appelle nous des participants, c'est des gens qui participent dans nos programmes. Euh, Souvent, c'est des gens qui ont, comme j'ai dit, qui ont eu des parcours assez longs de difficultés, puis qui du coup ont vu d'autres programmes aussi, qui sont passés par d'autres mesures, d'autres programmes, d'autres types de thérapies, d'autres types de soins, etc. Donc ce qu'on nous dit souvent, c'est, tiens, à l'éveil, il y a quelque chose de différent. Euh, Souvent, le mot qui vient après pour essayer de qualifier cette chose, c'est le mot humain. C'est un peu difficile à décrire. C'est vrai que si on va, par exemple, voir les mesures, dans le travail social en général, on va facilement parler de bienveillance, d'écoute, de respect de la personne, etc. C'est des mots qu'on apprend dans les écoles de travail social, essentiels. Et je pense que toutes les mesures, tous les programmes essayent toute personne qui choisit de travailler dans le monde du social et du médical et du soin le fait parce que à la base ils ont envie de faire le bien et d'apporter quelque chose aux gens et d'aider les gens à progresser, etc. Et tout le monde va dire mais voilà, moi je vais le faire avec bienveillance et je m'intéresse à la personne et je vais écouter ce qu'elle veut, etc. En même temps, il faut reconnaître que souvent les programmes, y compris le nôtre, donc s'inscrivent dans des dispositifs qui sont conçus pour répondre à des objectifs qui sont définis en termes de politique publique. Donc avec des objectifs un peu chiffrés comme ça, de dire, voilà, c'est des objectifs, par exemple la réinsertion, hein, l'objectif principal c'est d'économiser, c'est de faire sortir les gens du social, parce que quand ils sont au social, ça coûte cher, et puis ils contribuent pas, parce qu'ils occupent pas un emploi, ils payent pas d'impôts, etc. Donc il y a un cadre qui est en fait pensé à partir de la société, de l'ensemble, et qui dit, voilà, il y a des jobs qui sont pas occupés, il y a des gens qui n'ont pas de job, il faudrait faire des programmes, mettre ces gens dans ces jobs, etc. Donc un exemple que je pourrais donner qui est assez concret, c'est que en général, on nous demande de réinsérer les gens dans leur profession initiale. Donc si quelqu'un a eu un diplôme, un CFC ou autre chose, notre mission à nous, c'est de les réinsérer le plus vite possible, et donc le plus facile, c'est de les réinsérer dans le métier où ils ont déjà un diplôme, parce que c'est plus facile de retrouver un emploi si on est formé, que de changer de direction de vie. Souvent, c'est très compliqué de réorienter sa carrière. Le problème, c'est que nous, ce qu'on observe à la veille depuis des années, c'est que souvent, si les gens se retrouvent en marge de l'économie, qui vivent des cassures fortes, des burn-out, etc., c'est précisément, ou c'est en partie aussi parce que ils ont mal été orientés ou ils se sont mal orientés eux-mêmes, ils n'ont pas choisi la bonne direction. Donc on a quand même souvent des gens qui viennent ici avec une expérience professionnelle assez longue en nous disant plus jamais ça. Pour moi, je sais pas ce que je veux, mais ça je veux plus. Ce métier je déteste, il n'y a rien de... Ouais. Et nous, en tant qu'institution, on est pris un peu en tension là, entre la personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle sait d'elle, etc., et puis la mission, le cadre juridique, les règles, ce qu'on est censé faire.
Et c'est une tension qu'on doit négocier un peu au quotidien. À l'éveil, je pense qu'on a vraiment pris le parti depuis le début, mais un peu, comme je l'expliquais, par la nature de notre histoire et des disciplines qui sont dans notre ADN, donc l'art-thérapie, l'art, etc., etc. On part vraiment de la personne. Nous, notre idée, c'est que, comme je disais avant, c'est même pas un coach ou un job coach de te dire, ben voilà, postule là-bas, etc. C'était à la personne elle-même de découvrir ce qu'elle veut. Moi, un truc qui me frappe quand même, qui m'a toujours beaucoup frappé dans les programmes à l'éveil, c'est quand les gens arrivent, souvent une des premières questions qu'on dit, c'est OK, alors bon, tu nous racontes ton histoire, il s'est passé ci, il s'est passé ça, aujourd'hui tu en es là. Au fond, t'aimerais faire quoi, toi? Ton rêve, c'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait envie? Et j'ai pas fait de statistiques, mais j'ai l'impression qu'une grande majorité des gens, quand on pose cette question, ils sont absolument incapables d'y répondre. Et en gros, ce qu'on découvre, c'est: j'ai aucune idée. J'y ai jamais vraiment réfléchi sérieusement. Et ça, c'est assez, ouais, c'est assez touchant quand on en fait l'expérience comme ça, de se dire, on peut arriver des fois assez tard dans sa vie sans jamais s'être vraiment posé la question: «Qui suis-je? C'est quoi mon truc, moi, ici, dans cette vie? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que j'aime, au fond? Qu'est-ce que j'aime faire? Vers quoi est-ce que je suis attiré naturellement?» Après, quand on parle avec les gens, puis qu'on creuse un peu, souvent on découvre qu'il y avait, dans la jeunesse, des passions, des intérêts, qu'ils avaient senti une sorte de feu pour quelque chose, et cetera. Mais souvent, ben, l'expérience un peu cliché, mais qui est quand même assez, valide, c'est de dire: «Bah, ouais, quand j'étais jeune, j'adorais, je sais pas, le foot, ou j'étais passionné par la musique, ou j'avais envie de faire ci, de faire ça. Et puis, on m'a dit: "Non, mais bon, on peut pas en vivre, sois réaliste", et cetera, et cetera. Et puis bon, ben, j'ai écouté, quoi, en gros. Et donc je suis allé faire mon apprentissage, mon CFC, dans telle, branche, technique, parce qu'on m'a dit: «Vas-y, c'est bien, tu verras, il y a du boulot». Et puis moi, à l'époque, j'avais 16 ans, j'avais envie de gagner un peu de thunes, donc je me suis dit: «Ah ouais, cool». Et puis voilà. Et puis ils se retrouvent, des fois, 5, 10, 15, 20 ans après, dans un un cheminement comme ça, dans un chemin de vie dont la seule chose qu'ils savent, c'est que ça s'est révélé comme, impraticable pour eux, pas en accord avec qui ils sont. Peut-être une manière d'en dire, ça serait de partir de la définition de la santé mentale d'après l'OMS, qui est une assez bonne définition, je trouve. La définition, elle dit que être en bonne santé mentale, c'est une définition positive. C'est-à-dire, c'est pas ne pas avoir de maladie mentale. C'est une définition positive, c'est avoir certaines choses. Et puis, ce que dit cette définition, il y a plein d'éléments, mais les premiers, c'est que être en bonne santé mentale, d'abord, c'est avoir la capacité à résister aux stress normaux de la vie sans être affecté, ou sans, tu vois, avec la résilience, en pouvant rebondir, etc. C'est normal d'avoir des problèmes et des stress, mais on peut mesurer si on est en bonne santé ou pas à notre capacité à rebondir. Et puis après, il propose 4 éléments qui me semblent assez essentiels. Le premier, c'est de pouvoir déployer son potentiel dans le monde. Et ça, je pense que si on pose sincèrement la question aux gens: est-ce que vous avez l'impression dans votre job aujourd'hui, dans votre carrière, dans votre boulot, de déployer votre potentiel, d'être pleinement exprimer votre potentiel? Je pense que c'est assez rare, en fait, les gens qui sont capables de répondre sans hésiter oui. Ce qui voudrait dire il y a peu de monde qui sont, en fait, en bonne santé mentale. Puis les 3 autres éléments, c'est, 1, la capacité à bien apprendre, enfin 2, la capacité à bien apprendre, 3, la capacité à bien travailler, et puis 4, le fait de contribuer à la société, contribuer à la collectivité. Et je trouve que ces 4 éléments, ils sont intéressants quand on les met ensemble, parce que bien travailler, c'est quoi? Ben, bien travailler, c'est pouvoir déployer son potentiel. Si on n'a pas l'impression de pouvoir déployer son potentiel, on ne peut pas bien travailler. Peut-être qu'on a un travail qu'on peut supporter, et puis que c'est OK, et puis qu'on on se réalise ailleurs, dans nos loisirs, ou j'en sais rien. Mais cette définition suggère quand même l'idée que si on n'est pas en train d'apprendre, de déployer son potentiel, on ne peut pas bien travailler. Et puis le 4e élément, qui est peut-être le plus important, c'est ce sentiment de contribuer, d'avoir une contribution positive. Au monde, à la communauté, à la société, etc. De nouveau, c'est dur de le dire sans le dire en cliché, mais en réalité, absolument tout le monde, personne
et à l'abri. Des fois, tu te poses la question, tu es dans un atelier, tu commences à avoir des discussions avec les gens, tu apprends ce qu'ils ont fait, leur parcours de vie et tout ça. Et tu te poses la question pourquoi c'est toi qui es assis là et salarié, puis lui qui est assis là-bas, quoi. Des fois, tu comprends pas. Il y a des gens 1000 fois plus intelligents que toi, plus créatifs. C'est vraiment fou, en fait. Ça te force à comprendre que des fois, le fil qui fait qu'on peut basculer ou qu'on arrive à tenir est vraiment super fin, quoi. Et puis qu'il y a rien de fondamental qui te sépare de ça, en fait. C'est vraiment des hasards de la vie, des parcours, etc. C'est un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que moi, en étant devenu responsable de la structure et puis en passant aussi beaucoup de mon temps, pas justement dans les ateliers à faire de la littérature avec les participants, mais à parler avec l'État, avec des représentants de l'État, avec des responsables administratifs, etc., à essayer de justifier au fond ce qu'on fait, à essayer d'argumenter pour le fait que c'est important, que ça a de la valeur, que c'est utile de dépenser de l'argent en fait, pour travailler, pour aider les gens à découvrir qui ils sont et à aller mieux. J'ai aussi pris conscience de cette rupture entre, d'un côté, une manière de penser à ces politiques sociales et au social, à la réinsertion, etc., qui est très, justement, administrative, politique, c'est-à-dire en statistique, en question de taux de réussite, taux de placement, combien de personnes, est-ce que vraiment ça vaut la peine de dépenser cet argent là-dedans, est-ce que les gens vont se réinsérer, quel est le calcul coût-bénéfice, etc. Cette manière assez désincarnée de penser à ça. Et l'expérience que nous, on en fait au quotidien, que je décrivais un peu avant sur les ateliers. Donc l'expérience d'humains uniques, singuliers, qui, quand ils te parlent de leurs valeurs, elle est impossible à... Quand ils te parlent de leur parcours, quand ils te parlent de leur vie, c'est impossible de les voir comme un chiffre et comme un échec et comme juste quelque chose de raté. Et j'ai pris conscience que y a comme une... à l'interne de l'éveil, si tu veux, quand on parle entre collègues, on voit que quand on est au quotidien des gens et qu'on passe du temps et qu'on s'intéresse à eux et qui partagent leur parcours, leur vie, etc., on est tout d'un coup habité par ce feu et par cette conviction, en fait, que chaque personne vaut la peine, que chaque personne a quelque chose à contribuer. C'est vraiment ça le fond, en fait, de notre vision, je pense. C'est quelle que soit la situation de la personne, quel que soit son niveau, sa maladie, ces trucs, elle a quelque chose à amener à la collectivité, quelque chose d'unique, quelque chose de singulier, quelque chose que personne d'autre peut amener. Et ça, tu parles avec n'importe quel employé de l'éveil, ils en sont habités en fait par cette mission, par cette conviction. Et en même temps, dès que tu sors de l'éveil et que tu parles à des gens à l'extérieur, tu vois que c'est très dur à percevoir en fait. Que ce qu'on voit, c'est les statistiques, c'est les taux de placement, c'est les choses comme ça. Et du coup, l'idée du podcast, elle était toute simple. À un moment, elle était de dire, est-ce qu'on pourrait partager un peu avec la société plus large, avec la cité, l'expérience que nous, on fait au quotidien ici? Ouais, donc si tu écoutes notre podcast, si tu écoutes cette série qu'on va te proposer, les témoignages des participants de l'éveil qui ont bien voulu participer à cette expérience, je te souhaite du plaisir dans l'écoute, je te souhaite de pouvoir prendre ce temps pour te laisser être touché, au fond, par un autre être humain qui simplement parle de son parcours. J'espère que tu peux faire l'expérience que nous, on fait au quotidien, d'être simplement touché, de trouver que la personne qui partage sa vie, au fond, est généreuse de le faire, et puis que du coup, cette générosité, ce qu'elle fait, c'est que déjà, elle nous aide à changer, à progresser. En découvrant une autre réalité humaine, on peut changer notre propre réalité, quelque part. On peut étendre cette générosité à d'autres. Donc je te souhaite une belle écoute et puis peut-être aussi un petit encouragement de le faire au-delà du podcast, pourquoi pas, dans la vie, dans le bus, dans le train, un bistrot plutôt que d'être sur le téléphone. Faire l'expérience de à quel point c'est important d'écouter ce que les gens ont à dire, de leur poser des questions, de s'intéresser à eux. Donc voilà, bonne écoute et à bientôt.